Nous allons y retourner avec la première intervention qui est faite par M. Frédéric Reichart, qui est professeur à l'INCI à Suresnes. C'est l'Institut national sur l'éducation et l'école inclusive. C'est pour la France en tant qu'un des meilleurs spécialistes des questions d'accessibilité. Voilà, merci beaucoup. Le titre de ce symposium, c'est l'accessibilité des politiques publiques aux actions citoyennes. On l'a exprès effectivement nommé ainsi pour bien montrer que la question de l'accessibilité, on va la traiter au niveau des politiques publiques, mais que du coup la politique publique, elle doit arriver au terrain avec des actions concrètes. Et alors c'est vrai qu'il y a le terme actuellement à la mode, qu'on parle souvent d'implémentation, il faut implémenter, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accessibilité, c'est quelque chose qui va être fortement présent dans les politiques publiques, mais la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on passe finalement de l'accessibilité des politiques publiques à l'accessibilité sur le terrain. D'où l'idée pour nous de effectivement nous intéresser, et c'est ce qu'on fera cet après-midi aux actions citoyennes, avec des ateliers, des discussions où on aura vraiment la parole qui va être donnée au terrain pour voir ce qui se fait sur le terrain. Aujourd'hui, l'accessibilité, si on veut la comprendre, il y a un cadre légal. Et ce cadre légal, il n'est pas que national. Moi, si j'avais une métaphore à utiliser, ce serait un petit peu une partition. Donc pour moi, il y a quasiment 3 échelons à travers lesquels on peut analyser la question de l'accessibilité. Le premier échelon, c'est le niveau européen. Le deuxième échelon, ce sera le niveau français. Et puis après, le troisième échelon, ça va être, pour moi, ce qui se passe au niveau du territoire, au niveau de la commune. Donc moi, je vais vous parler de l'accessibilité européenne pour poser un petit peu le cadre très, très général. Alors, quand on dit Europe, souvent, on confond le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Ce sont 2 organisations qui sont radicalement différentes. Conseil de l'Europe, on est sur une organisation intergouvernementale de 47 États membres qui ont signé une Convention européenne des droits de l'homme dont parlait avant Florence. Moi, je me suis intéressé un petit peu à la socio-histoire. Je me suis dit, tiens, on a du coup une politique européenne mise en place par l'Union européenne. Là-dedans, où apparaît l'accessibilité ? Où est-ce qu'elle apparaît ? Comment est-ce qu'elle émerge ? Qu'est-ce qui est dit sur l'accessibilité ? Et puis, quelle serait un petit peu l'idéologie qui pourrait en découler ? On remarque d'abord qu'il y a eu des programmes, différents programmes qui vont se mettre en place en faveur de l'accès au marché de l'emploi. On a commencé en 1974 avec différents programmes d'action qui ont été mis en place pour faciliter ce qu'on appelait à l'époque la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Et puis après, il y a une série de programmes, Helios 1, Helios 2, Horizon, Equal, que, à mon avis, les plus anciens connaissent peut-être, qui ont pour but, effectivement, de faciliter l'orientation des personnes handicapées vers le marché de l'emploi, notamment à travers des échanges d'informations, de coopération entre les différents pays pour, effectivement, faciliter l'accès au marché de l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle de bonnes pratiques. C'est un petit peu le terme actuel. Autrefois, effectivement, on parlait plutôt d'échange d'informations. Ça a été dit aussi précédemment. Du coup, en 93, et je vais aller vite là-dessus, vous avez l'ONU qui a édité les règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, avec 21 principes qui sont déclinés. Et à partir de cette règle, vous allez avoir l'Union européenne qui va mettre en place, qui va développer, qui va rédiger une communication. C'est-à-dire, une communication qui va s'intituler « L'égalité des chances pour les personnes handicapées, une nouvelle stratégie pour la communauté européenne ». La vraie rupture, elle apparaît finalement en 2003. On n'est plus sur des mesures, on est sur un plan d'action. Donc ça veut dire que là, il y a effectivement du coup quelque chose qui s'élabore avec un objectif et avec du coup des déclinaisons, une manière d'être mise en œuvre.
Donc c'est quelque chose de plus réfléchi. Ce plan d'action qui s'appelle Égalité des chances pour les personnes handicapées, il dure 7 ans. Il y a 3 objectifs. C'est un petit peu continuer, parachever cette logique un petit peu d'insertion pro des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Le deuxième objectif, c'est finalement de parvenir à ce que les politiques européennes intègrent la question du handicap dans leurs différents instruments. Et puis le troisième point, c'est promouvoir l'accessibilité pour tous. Donc là, on y est. On a effectivement le terme d'accessibilité qui est clairement affiché comme un objectif où il faut effectivement que l'accessibilité pour tous devienne une réalité. Alors comment est-ce que ce programme il se met en place Il se met en place à travers des phases. Il y a 3 phases de 2 ans. La troisième phase, c'est une phase d'évaluation du programme. On est sur une première phase qui va à nouveau va mettre l'accent sur l'accès à l'emploi, sur l'éducation tout au long de la vie, parce qu'effectivement, pour avoir un emploi, il faut aussi du coup être formé. On a la question des nouvelles technologies qui apparaît, et on verra que ça c'est important, c'est vraiment une dimension très forte au niveau de l'Union européenne de soutenir le développement des nouvelles technologies. Et on a enfin, en 4e point, l'accessibilité qui apparaît. C'est-à-dire on va être sur l'accessibilité de l'environnement public, l'environnement public bâti. Donc on va être sur le cadre bâti, on va être sur la dimension architecturale. Et la deuxième phase, elle va aller plus loin. Elle va aller sur l'accessibilité des biens et des services. Je le dis souvent, moi, quand je vais à un endroit, c'est pour y faire une activité. Donc, quand on pense accessibilité, il faut non seulement qu'on pense l'accès au bâtiment, mais il faut aussi penser l'accessibilité à l'usage qu'il y a dans le bâtiment, à la prestation, aux services et aux activités proposées dans ce bâtiment. Donc, c'est comme ça qu'est prévu, vous voyez, ce premier plan. Et ensuite, il y a une troisième phase d'évaluation de 2008 à 2010 qui fait le point et effectivement qui va se rendre compte que 7 ans c'est un peu court parce qu'il y a 2 ans d'évaluation, donc il n'y a que 4 ans pour mettre en place les projets. Et là, on va opter une politique qui va se développer plutôt sur 10 ans. Et on mettra en œuvre ce qu'on appelle la stratégie européenne 2010 en faveur des personnes handicapées. Donc là, je vous cite l'objectif qui est affiché dans cette stratégie, c'est permettre aux personnes souffrant d'un handicap d'exercer pleinement leurs droits et de participer à part entière à la société, mais aussi à l'économie. Ça, c'est important comme terme. On a vraiment cette idée les personnes handicapées vont devenir des acteurs économiques. Cette stratégie européenne 2010, elle s'appuie sur la CNDPH, la Convention des Nations Unies. Alors, si je reviens du coup à la stratégie 2010-2020, vous allez avoir du coup une stratégie qui va se développer en 8 domaines. Là, on va plus être sur des phases, on va être sur des domaines. Donc, il y a 8 domaines prioritaires que les États doivent du coup vers lesquels ils doivent s'orienter, dont un domaine, le dernier, qui traite de l'accessibilité. On décrit l'accessibilité comme la possibilité donnée aux personnes handicapées d'avoir accès, au même titre que les autres, à l'environnement matériel, au transport, aux technologies. Donc là, on revient à la question technologique, et aux systèmes d'information et de communication, ainsi qu'à d'autres installations et services. Donc là, on a effectivement quelque chose de très large qui nous montre que l'accessibilité, ça concerne le cadre matériel, le bâti, les transports, la technologie et l'information, la communication, et puis le service. Autrement dit, pour moi, ici, l'accessibilité, c'est un préalable à la participation à la société et à l'économie. C'est-à-dire que l'accessibilité, sa mise en œuvre, c'est ce qui permet aux personnes handicapées de pouvoir participer à la société et à son développement économique. Durant cette stratégie, vous allez avoir aussi l'European Accessibility Act, l'acte européen sur l'accessibilité, qui va être mis en place. On est en 2019. Alors, en fait, c'est une directive. C'est une directive qui se compose de 35 articles et qui est plutôt orientée vers
voilà, l'accessibilité de produits et puis de différents services. Donc c'est une directive, donc il y a une dimension obligatoire. Il faut réussir à harmoniser les dispositions légales et réglementaires du marché intérieur européen, de manière à ce que l'ensemble des services, produits et prestations soient accessibles pour faire, je dirais, sauter les obstacles, de manière à faciliter l'accessibilité. L'idée, c'est de faciliter le quotidien des personnes handicapées en leur permettant d'accéder plus facilement à des produits et des services et à un tarif plus compétitif. Vous voyez, du coup, c'est assez clair, je dirais, en termes d'idéologie. On est sur un marché, il y a des produits, il faut être sur une libre circulation des biens, des services, pour faciliter finalement cette question de l'accessibilité. Ça veut dire sont concernés par cette accessibilité les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, les terminaux en libre service, les services permettant l'accès aux services médias audiovisuels, les services de transport de passagers aériens, ferroviaires, maritimes et autres, les services bancaires pour les consommateurs, les smartphones, les tablettes, les services de téléphonie, les livres numériques et logiciels spécialisés, le commerce en ligne. Vous voyez, donc pour moi, on est vraiment sur cette question de la technologie, de la consommation, de biens et de services numériques qui renvoient aussi à cette dimension de la communication et de l'information. Donc on est bien loin de l'idée qu'on peut se faire de l'accessibilité qui se résume, et là je suis schématique, à la question de la rampe et de l'ascenseur. On est sur un truc qui est beaucoup plus large. Donc vous voyez, là on a vraiment pour moi une feuille de route, et ensuite chaque État de l'Union devrait s'inspirer de tout ça et le mettre en place dans ses différents cadres légaux nationaux. Et puis le dernier point, c'est du coup la stratégie actuelle, 2020, fin de la stratégie 2010-2020, et puis on est sur la stratégie 2021-2030. Je vous cite l'introduction de la stratégie qui pour moi dit tout, elle est assez claire. L'accessibilité aux environnements construits et virtuels. Donc vous voyez là, on a compris qu'aujourd'hui l'accessibilité, c'est pas que le bâti, c'est même le virtuel. Alors le virtuel, ça renvoie effectivement à la communication, à l'information. Aujourd'hui, la génération Z, elle le sait mieux que moi, on est sur les écrans et puis il y a effectivement un rapport différent qui va se jouer au monde et on est dans cette dimension-là où aujourd'hui il faut que les outils connectés soient aussi accessibles. Donc on est sur les environnements construits et virtuels, on est sur la technologie de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les TIC, on est sur les biens au service, et puis après on rappelle bien sûr le transport et les infrastructures. Voilà. Donc pour moi effectivement quand on parle de société inclusive, c'est bien, mais ça peut que fonctionner si elle est accessible. Et là pour moi on a tous les ingrédients, on a une belle feuille de route pour la rendre accessible. Tout est écrit. Je dirais, il n'y a plus qu'à le transcrire dans le cadre légal, et puis après, il n'y a plus qu'à l'appliquer sur le terrain. C'est peut-être là, à mon avis, où ça, c'est le plus compliqué. En 2022, alors là aussi, je me rapproche de la fin de l'exposé, en 2022, vous avez aussi un centre de ressources européen qui a été mis en place. Ça fait maintenant presque, je crois, 10 ans qu'on en parle, et là, il a été mis en place. Alors, il s'appelle Accessible European Union, donc c'est il s'appelle ça un centre de ressources européen. Le but c'est d'échanger, c'est un petit peu un échange de bonnes pratiques, et puis on retrouve pour moi ce qu'on a fait globalement en 1974, c'est-à-dire effectivement faciliter une coopération transfrontalière et puis mutualiser un petit peu tout ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire. Les Canadiens parlent souvent de pratiques inspirantes et j'aime bien ce terme-là. Effectivement, le but, c'est de partager ce qu'on fait et puis de s'inspirer de ce que les autres font bien pour qu'on puisse gagner du temps. Alors, comment ça se passe concrètement, globalement, pour moi, c'est une espèce de grosse plateforme en ligne. On peut s'y inscrire et suivre les conférences qui ont lieu dans différents pays. Il y en a plusieurs, il y en a une ou deux par mois,
qui ont lieu dans chaque fois un pays européen différent, avec chaque fois des thématiques qui sont différentes. Ça va être le transport, ça va être Internet, ça va être la culture. Et puis voilà, du coup, il y a un ensemble de personnes de terrain qui sont là, qui disent un petit peu ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils le font, et c'est partagé sur Internet. Donc vraiment ceux qui bossent sur l'accessibilité, et puis avant ce matin on parlait des correspondants accessibilité, ou des référents accessibilité ou handicap de la collectivité de Strasbourg, effectivement je trouve que c'est un outil intéressant pour un petit peu s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Bon, le problème c'est que souvent il faut être bilingue, c'est fait en anglais, donc il faut travailler un petit peu l'anglais. En termes d'accessibilité, c'est un problème. Moi, j'avais été intéressé une fois par une conférence qui avait été faite. Ça dure généralement une demi-journée. Et c'était en Pologne sur l'accès au musée. Bon, c'était que en polonais. Donc, j'ai pas appris grand-chose là-dessus, malheureusement. Ça, c'est, je pense, voyez aussi un souci de l'Europe, c'est qu'à un moment, il faut aussi trouver un langage commun pour qu'on puisse se comprendre. Et pour conclure, voilà ce que je veux vous dire, ce que m'a appris un petit peu ces éléments-là. Je pense qu'il y a 3 phases qui se déclinent à travers mon exposé. Je pense qu'on a commencé d'abord à penser un petit peu l'accessibilité et le handicap à travers des finalités qui sont intégratives et réintégratives. On a été influencé forcément par, à cette époque-là, une perspective biomédicale et du handicap. C'était réparer des corps qui étaient cassés, qui étaient manquants, qui ne fonctionnaient pas comme ils devaient fonctionner. Et on a cherché avant tout à leur redonner une efficacité pour qu'ils puissent trouver une place dans le marché de l'emploi. Donc on a été surtout une réparation, mais pour que la personne elle puisse après être normale, être comme tout le monde. Et ça veut dire ça, trouver du boulot. C'était ça un petit peu l'idéologie des années 60-70, donc retrouver une place dans la société via le marché de l'emploi. À cette époque-là, les personnes handicapées sont considérées comme des travailleurs, comme des producteurs et puis effectivement des agents économiques. Et puis il y a une deuxième phase, là on va être sur des finalités qui sont moins rééducatives et qui sont plus globales, et on parle plutôt de participation sociale. C'est plus large là comme concept, et là on est sur d'autres modèles qui apparaissent, des modèles dits plutôt sociaux, avec d'autres principes qui vont être la justice, qui vont être l'égalité des chances, qui vont être la non-discrimination. Donc là, changement de paradigme dans lequel la personne handicapée, finalement, pour moi, elle devient un citoyen. Elle devient un sujet de droit qui a accès à la société et à ses différentes composantes. Et puis, troisième dimension, troisième évolution, troisième phase, on est sur la question de la participation sociale des personnes handicapées avec l'accessibilité, qui est une condition forcément nécessaire. Et la personne handicapée, du coup, elle est invitée à participer aussi au développement économique de la société. Il y a aussi l'idée forte d'un marché qui apparaît, ce marché intérieur. On le voit avec la technologie, j'en ai pas parlé beaucoup ici, mais il y avait vraiment l'idée à l'époque de développer le marché de la technologie d'assistance. Et après, de développer tout cela pour permettre aux personnes de devenir autonomes et après de devenir des agents économiques. Ici, pour moi, l'idée, elle va même plus loin que l'agent économique. Je trouve qu'en rendant finalement les biens et les services accessibles aux personnes handicapées, on va augmenter le nombre de consommateurs. Et on touche là à la question de la consommation et à la croissance. Et après avoir été finalement perçu comme, je dirais, un travailleur handicapé, un citoyen à part entière, aujourd'hui, les personnes handicapées, au niveau des politiques de l'Union européenne, sont vraiment considérées comme des consommateurs, pour qui l'accessibilité est essentielle, pour qu'ils puissent participer à ce développement économique de la société. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre attention. Donc, est-ce que vous avez des questions pour M. Reichart ? Oui, merci M. Reichart. J'avais juste une précision à vous demander. Les 3 phases dont vous venez de parler, la première, vous la situez dans les années 60-70 et les 2 autres ? La vraie rupture, elle apparaît progressivement quand on change de conception du handicap. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la communication de 96 qui vient marquer une vraie rupture
en tant que tel, et avec l'idée d'environnement à rendre accessible, avec des barrières environnementales qu'il faut faire sauter. Donc c'est plutôt, vous voyez, le changement de paradigme du handicap qui va marquer effectivement une rupture à peu près années 90. Et puis ensuite c'est progressif, hein, c'est vers les années 2000, 2010 à peu près, qu'effectivement on se rend compte que la personne handicapée devient un consommateur. Vous allez avoir des faits qui vont faire date. Là, pour moi, c'est 96. Après, sur la consommation, j'ai envie de dire, par exemple, la directive dont je parlais en 2019, voilà, là, on a compris effectivement que là, avec tout ce que je décris, oui, il faut qu'effectivement, il y ait de l'accessibilité, les services bancaires, Internet, le commerce en ligne. Oui, il faut consommer. Donc là, vraiment, on reconnaît cette nouvelle idéologie de la consommation qui apparaît. On voit très clairement que, par exemple, l'Union européenne, elle est très clairement influencée par les textes, par la Convention des Nations Unies. Après, dans le champ du handicap et de l'accessibilité, il y a quand même, je dirais, un mouvement qui se fait, qui est très occidental, hein, j'ai envie de dire. Vous parlez de l'accessibilité dans des pays africains ou des pays en voie de développement, ça n'a aucun sens. Moi, je bosse un peu sur l'école inclusive. Vous parlez d'école inclusive dans des pays où effectivement l'accès à l'école c'est compliqué, c'est complètement presque anachronique, vous voyez. Donc, ce qui se passe pour moi au niveau européen, on va le retrouver forcément progressivement au niveau français. Sous quelle manière, dans quel délai, voilà, ça dépend du temps politique. Mais je pense que pour moi, il y a vraiment une vraie convergence qui apparaît. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de brûler les étapes en pensant idéologie de consommation, alors qu'en fait les personnes dans la société n'ont pas encore une vie sociale très reconnue ? C'est une bonne question. Après, quand on parle par exemple de participation sociale, ça veut dire quoi ? Avant, c'est vrai qu'on était branché emploi. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, la participation sociale, elle va passer par l'accès. Elle va passer par l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au tourisme. Ça passe par l'accès à la sexualité, l'accès à la santé, l'accès au numérique. Du coup, c'est très très vaste. Justement, on n'y est pas encore, quoi. Donc, on n'y est pas encore. Il y a un vrai travail pour finaliser la phase 2 avant de vouloir passer à une phase 3, quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça que je pense que le relais est bien passé à Yann par rapport à ça, parce que pour moi, ça renvoie à la manière dont aujourd'hui le législateur français il met en œuvre effectivement ces différents éléments. Et avant de passer la main à Yann pour la suite, du coup, moi la métaphore que j'utilise beaucoup, c'est celle de la partition de musique. Et ça me fait penser à ça parce que je me dis, aujourd'hui on a une partition. Globalement, on sait ce qu'on doit faire pour l'accessibilité. La question, c'est qui est l'orchestre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un orchestre ? De quoi se compose l'orchestre ? Et il y a différents types d'orchestres. Il peut y avoir une grande fanfare, il peut y avoir un orchestre de village, il peut y avoir l'orchestre municipal de Strasbourg ou symphonique. Et du coup, on va jouer la partition avec différents musiciens. Vous voyez ? La question, c'est effectivement de quels musiciens on dispose. Voilà. Et ensuite, autre question, c'est qui est le chef d'orchestre ? Voyez ? Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a quand même pas mal d'orchestres qui jouent, pas mal de musiciens. Parfois, ils jouent un petit peu de leur côté, ils ne jouent pas ensemble. Et je pense que si vraiment on veut que l'accessibilité, elle soit une vraie réalité, je pense qu'à mon avis, il faut un bon chef d'orchestre. Et il faut bien voir effectivement quels sont nos musiciens. Et puis surtout, il faut les entraîner et il faut les faire jouer ensemble. Et pas les virer. Parce qu'effectivement, si vous avez un orchestre effectivement, où il vous manque un instrument de musique, la mélodie, peut-être qu'elle va... Alors, on va la reconnaître, mais ce sera un peu différent, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut un orchestre qui soit le plus complet possible. Et du coup, je passe le relais à Yann. Donc Yann Jondeau, qui va se présenter, ce sera plus simple. Merci.